J'ai vu ma belle-fille jeter une valise en cuir dans le lac et partir. J'ai couru et entendu un bruit étouffé venant de l'intérieur. S'il vous plaît, ne le laissez pas être ce que je pense que c'est. J'ai chuchoté, mes mains tremblant par-dessus la fermeture éclair humide. J'ai sorti la valise, forcé la fermeture éclair, et mon cœur s'est arrêté. Ce que j'ai vu à l'intérieur m'a fait trembler d'une manière que je n'avais jamais ressentie dans mes 62 années de vie. Mais laissez-moi vous expliquer comment je suis arrivé à ce moment. Comment un calme l'après-midi d'octobre est devenu la scène la plus terrifiante que j'ai jamais vue. Il était 5h15 de l'après-midi. Je sais parce que je venais de verser mon thé et de regarder l'horloge de la cuisine, cette vieille horloge qui appartenait à ma mère. J'étais sur le porche de ma maison, la maison où j'ai élevé Lewis, mon fils unique. La maison qui se sentait trop grande, trop calme, trop pleine de fantômes depuis que je l'ai enterrée il y a 6 mois. Méridienne, le lac brillait devant moi, toujours comme un miroir. Il faisait chaud, le genre de chaleur collante qui vous fait transpirer sous votre blouse, même quand vous êtes immobile. Puis je l'ai vu. La voiture d'argent de Cynthia est apparue sur la route de terre, faisant monter un nuage de poussière. Ma belle-fille, la veuve de mon fils. Elle conduisait comme une folle. Le moteur gronde d'une manière contre nature. Quelque chose ne va pas. Très mal. Je connaissais cette route. Lewis et moi marchions quand il était petit. Personne ne conduisait comme ça sans fuir quelque chose. Elle a claqué sur les freins juste au bord des lacs. Les pneus ont dérapé. La poussière m'a fait tousser. J'ai laissé tomber ma tasse. Elle s'est brisée contre le sol du Porsche, mais je m'en fiche. Mes yeux lui étaient collés. Cynthia a sauté de la voiture comme si elle était propulsée par un ressort. Elle portait une robe grise, celle que Louis lui a donnée pour leur anniversaire. Ses cheveux étaient en désordre. Son visage était rouge. Elle avait l'air de pleurer, de crier ou les deux. Elle a ouvert le coffre avec tant de force que je pensais qu'elle allait arracher la porte. Et puis je l'ai vue. La valise. Cette foutue valise en cuir marron que je lui ai donnée moi-même quand elle a épousé mon fils. Pour que tu puisses porter tes rêves partout? Je lui ai dit ce jour-là. Comme j'étais stupide. C'est naïf. Cynthia l'a sortie du coffre. C'était lourd. J'ai pu voir comment son corps s'est écroulé en tremblant les bras. Elle a regardé autour, nerveux, effrayé, coupable. Je n'oublierai jamais ce regard. Puis elle marcha vers le bord de l'eau. Chaque pas semblait être une lutte, comme si elle portait le poids du monde ou quelque chose de pire. Cynthia, j'ai crié du Porsche, mais j'étais trop loin. Ou peut-être qu'elle ne voulait pas m'entendre. Elle a balancé la valise 1 fois, 2 fois, et sur la 3e balançoire, elle l'a jetée dans le lac. Le bruit de l'impact a traversé l'air. Les oiseaux ont pris l'avion. L'eau s'éclaboussait et elle se tenait juste là en regardant la valise flotter un moment avant qu'elle ne commence à couler. Puis elle s'est enfuie, a couru vers la voiture comme si le diable lui-même la poursuivait. Elle a démarré le moteur. Les pneus scrutaient. Elle était partie. Elle a disparu sur la même route, ne laissant que poussière et silence. J'étais paralysé. 10 secondes, 20, 30. Mon cerveau essayait de traiter ce que je venais de voir. Cynthia, la valise, le lac, le désespoir dans ses mouvements. Quelque chose ne va pas. J'ai senti un frisson couler dans ma colonne vertébrale malgré la chaleur. Mes jambes ont commencé à bouger avant que mon esprit puisse les arrêter. J'ai couru. J'ai couru comme si je n'avais pas couru depuis des années. Mes genoux ont protesté. Ma poitrine a brûlé. Mais je n'ai pas arrêté. J'ai couru sur les marches du Porsche sur la route de terre. Mes sandales ont poussé la poussière. Le lac était à 100 de mètres. Peut-être moins, peut-être plus. Je ne sais pas. Je sais juste que chaque seconde était comme une éternité. Quand j'ai atteint le rivage, j'étais hors de souffle. Mon cœur battait contre mes côtes. La valise était toujours là, flottante, sombre lentement. Le cuir était trempé, sombre, lourd. Je suis allé dans l'eau sans réfléchir. Le lac était froid, beaucoup plus froid que prévu. Il est monté à mes genoux, puis à ma taille. La boue au fond m'a sucé les pieds. J'ai failli perdre une sandale. J'ai étendu mes bras. J'ai attrapé une des sangles de valise. J'ai tiré. C'était incroyablement lourd, comme s'il était rempli de pierres, ou pire.
Je ne voulais pas penser à ce qui pourrait être pire. J'ai tiré plus fort. Mes bras tremblaient. L'eau m'a éclaboussé le visage. Enfin, la valise a cédé. J'ai commencé à le traîner vers le rivage. Et puis je l'ai entendu. Un son. Fin, étouffé, venant de l'intérieur de la valise. Mon sang était froid. Non, ça ne pourrait pas. S'il te plaît, ne le laisse pas être ce que je pense. J'ai tiré plus vite, plus désespérément. J'ai traîné la valise sur le sable humide du rivage. Je suis tombé à genoux à côté. Mes mains se sont effondrées pour la fermeture éclair. Il était coincé, mouillé, rouillé. Mes doigts ne cessaient de glisser. Allez. 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 J'ai répété par les dents serrées. Les larmes ont commencé à brouiller ma vision. J'ai forcé la fermeture éclair une fois. 2 fois. Ça s'est ouvert. J'ai levé le couvercle et ce que j'ai vu à l'intérieur a fait arrêter le monde entier. Mon cœur a cessé de battre. L'air pris dans ma gorge. Mes mains volaient vers ma bouche pour étouffer un cri. Là, enveloppé dans une couverture bleu clair trempée, était un bébé, un nouveau-né, si petit, si fragile, si toujours. Ses lèvres étaient violettes. Sa peau était pâle comme de la cire. Ses yeux étaient fermés. Il ne bougeait pas. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! C'est pas vrai. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine le tenir. Je l'ai sorti de la valise avec une douceur que je ne savais pas encore. Il avait froid. Il pesait moins qu'un sac de sable. Sa petite tête entre dans la paume de ma main. Son cordon ombilical était toujours attaché avec un morceau de corde. String, pas une pince médicale. Une ficelle. Comme si quelqu'un avait fait ça à la maison en secret sans aucune aide. Non, 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 je murmurais encore et encore. J'ai serré mon oreille sur sa poitrine. Silence. Rien. J'ai pressé ma joue contre son nez et je l'ai senti. Une bouffée d'air si faible que je pensais l'avoir imaginée, mais elle était là. Il respire à peine, mais il respire. Je me suis levé et j'ai accroché le bébé à ma poitrine. Mes jambes ont failli céder. J'ai couru vers la maison plus vite que jamais. De l'eau a coulé de mes vêtements. Mes pieds nus saignaient des pierres sur le chemin, mais je ne ressentais aucune douleur, seulement la terreur, seulement l'urgence, seulement le besoin. Pensez à le laisser quelque part. Mais je me suis souvenu du lac où Louis et toi alliez. Il semblait poétique de mettre fin à tout ce qui a commencé dans votre petite tradition familiale. Je me sentais malade. Je me sentais furieuse. J'ai senti toute la haine du monde se concentrer sur la femme debout devant moi. Mais vous avez échoué. Je l'ai sauvée. Oui, c'était ennuyeux. Mais ça n'a pas d'importance parce que maintenant je vais finir le travail. Où est Hector Betty? Je ne te le donnerai pas. Ce n'était pas une question. Et puis j'ai vu l'arme. Elle l'a tirée de son sweatshirt. Petit, noir, pointant directement vers ma poitrine. Dernière chance. Où est mon fils? J'ai appuyé sur le bouton de panique. 1, 2, 3 fois. Tu ne le toucheras jamais. Son doigt s'est déplacé vers la détente. Tout semblait se déplacer lentement. J'ai vu le flash. J'ai entendu le tir. J'ai senti quelque chose me frapper l'épaule, chaud, brûlant. Je suis tombé en arrière et l'entrepôt a explosé avec mouvement. Les portes s'ouvrent, des lumières aveuglantes, des voix crient. La police a largué l'arme au sol. J'ai vu Cynthia tourner. J'ai vu les armes pointées sur elle. Elle a été encerclée. Elle a vu qu'elle avait perdu. Et pendant une seconde, je pensais qu'elle allait encore tirer. Je pensais qu'elle allait les faire la tuer. Mais elle a baissé l'arme lentement, l'a laissée tomber au sol. Elle a levé les mains. 3 officiers l'ont attaquée, lui ont frappé le visage, l'ont menotté. Elle criait. Des malédictions, des menaces, mais ça n'a pas d'importance. Elle était en état d'arrestation. C'était fini. Fatima s'est enfuie à mes côtés. Betty, reste avec moi. Je vais bien, j'ai réussi à dire, bien que la douleur dans mon épaule était exécrable. Vous l'avez. Dites-moi que vous l'avez. On la tient. C'est fini maintenant. Ne bougez pas. L'ambulance est en route. J'ai fermé les yeux.
Ça suffit. C'était fini. C'était fini. Je me suis réveillé à l'hôpital. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, ce n'était pas un désespoir, mais un soulagement. Paix. Mon épaule lâche tout la balle avait déchiré le muscle mais a raté l'os. Heureusement que le docteur a dit. 2 à gauche et cela aurait été mon cœur. Héloïse était assise près de mon lit tenant Hector. Quand j'ai ouvert les yeux, elle a souri. Regarde qui est réveillé, dit-elle en se rapprochant. Tu as beaucoup manqué à quelqu'un. J'ai pris Hector avec mon bon bras. Je l'ai bercé contre ma poitrine. Il sentait la poudre et l'innocence. Il a commencé à faire des petits bruits, ces petits sons que les bébés font quand ils sont heureux. Bonjour, mon amour, dis-je. Grand-mère va bien. Tout va bien maintenant. Fatima est arrivée 1 heure plus tard. Elle a apporté des fleurs et un sourire fatigué. Comment tu te sens? Comme si on m'avait tiré dessus. Mais vivant. Que s'est-il passé avec Cynthia? Arrêté. Inculpé pour meurtre au 1er degré pour Lewis. Tentative de meurtre pour Hector. Tentative de meurtre pour vous, plus une liste d'autres crimes. Conspiration, fraude, obstruction à la justice. Elle va passer le reste de sa vie en prison. Aucune possibilité de libération conditionnelle. Les mots étaient doux comme du miel. Justice. Enfin. L'enregistrement a parfaitement fonctionné. Elle a tout avoué. Son avocat a essayé de soutenir que vous l'avez forcé à dire ces choses. Mais le jury a vu toute la vidéo. Ils l'ont vu tirer. Feu. Il n'avait aucune pitié. 30 minutes de délibération. La culpabilité pour toutes les charges. Quand était le procès? J'ai regardé par la fenêtre, confus. Combien de temps suis-je sorti? 3 jours. La balle a fait plus de dégâts qu'ils ne le pensaient. Ils ont dû opérer 2 fois, mais vous allez faire une récupération complète selon les médecins. 3 jours. J'avais perdu 3 jours. J'ai regardé Hector alarmé. Héloïse a pris soin de lui, Fatima a dit rapidement. Et le père Anthony a aidé. Ce bébé a été gâté par la moitié de la ville pendant que vous vous reposiez. Au cours des prochaines semaines, je me suis remis lentement. La physiothérapie de mon épaule était douloureuse mais nécessaire. Héloïse venait aider Hector quand je ne pouvais pas le soulever avec mon bras blessé. Le père Anthony a apporté de la nourriture. Les voisins que je connaissais à peine sont venus avec des casseurs et des mots aimables. Tu es un héros. La dame du bas de la rue a dit, ce que tu as fait pour ce bébé? Risquer votre vie comme ça. Mais je ne me sentais pas comme un héros. J'avais l'impression qu'une grand-mère faisait ce qu'une grand-mère ferait, la protégeant. 2 mois après la capture de Cynthia, j'ai eu une autre audience avec le juge. Cette fois, c'était différent. Cette fois, la juge souriait alors qu'elle examinait les documents. Madame Betty, a-t-elle dit, j'ai examiné tous les rapports des 6 derniers mois, les visites des services sociaux, les évaluations médicales de Hector, les rapports d'étape, et je dois dire que je suis impressionné. Mon cœur battait vite. Hector prospère sous vos soins. Il rencontre tous ses jalons de développement. Il est en bonne santé, heureux, aimé, et vous avez prouvé être plus que capable malgré les défis. Merci, votre honneur. Par conséquent, j'accorde la garde complète et permanente d'Hector à Betty, avec effet immédiat. De plus, puisque la mère biologique est incarcérée à vie et a perdu tous ses droits parentaux, j'autorise la procédure d'adoption si vous souhaitez procéder. Adoption pour le faire légalement à moi. Pas seulement sa grand-mère gardienne, mais sa mère légale. Oui, j'ai dit sans hésitation. Oui, je veux l'adopter. Il en sera ainsi. Félicitations, officiellement. Le gave est tombé. Et soudain tout le poids que je portais depuis des mois a été levé. C'était officiel. Hector était à moi. Personne ne peut me l'enlever. Jamais. Je suis sorti du tribunal avec Hector dans mes bras. Il avait 8 mois maintenant, pote et heureux. Il sourit, montrant 2 petites dents. Il a ri quand je l'ai rebondi. Il m'a tiré les cheveux avec ses petites mains. Héloïse attendait dehors avec le père Anthony. Ils m'ont serré dans les bras. Nous pleurions tous les 3 avec bonheur sur les marches du palais de justice. Vous l'avez fait, dit Héloïse. Contre toutes les chances, tu l'as fait. Cette nuit-là, j'ai fait un dîner spécial.
Aussi spécial que possible avec un bébé qui a besoin d'une attention constante. J'ai invité Héloïse et le père Anthony. On a mangé du poulet rôti et du riz. Nous avons grillé avec du jus de pomme parce qu'aucun d'entre nous n'a bu d'alcool. À Hector, le père Anthony a dit, levant son verre. Pour son futur brillant. À Louis, j'ai dit, qui nous surveille d'un endroit fier de son fils. Pour aimer, Héloïse a ajouté, qui conquiert toujours le mal. Nous avons bu, mangé, nous avons ri. Hector s'est cogné sur sa chaise haute et s'est emparé de joie, non pas de compréhension, mais de joie. Les mois se sont transformés en années. Hector a grandi. Il a commencé à marcher. À 11 mois, son premier mot était Gamma pour grand-mère. J'ai pleuré quand il a dit ça. À 2 ans, il courait partout dans la maison. À 3 ans, il a commencé la maternelle. Chaque étape était un miracle. Chaque jour un cadeau. Je lui ai constamment parlé de Lewis. Je lui ai montré des photos. Je lui ai raconté des histoires. Ton père était un homme bon, je lui dirais. Brave. Il t'aimait avant même de te rencontrer. Il a donné sa vie pour te protéger. Papa héros, Hector dirait dans sa petite voix. Oui, mon amour. Papa était un héros. Et tu vas grandir pour être aussi bon, aussi courageux, tout aussi aimant. Je ne lui ai jamais parlé de Cynthia. Cela arriverait plus tard, quand il était plus âgé, quand il pourrait comprendre. Pour l'instant, il avait juste besoin de savoir qu'il était aimé, qu'il était recherché, qu'il y avait des gens qui avaient combattu pour lui. À l'anniversaire de Hector, on a fait une fête dans le jardin. On a invité tous les enfants du quartier. Il y avait des ballons, du gâteau, des cadeaux. Hector courut parmi ses amis, riant, tellement plein de vie, si différent du pourpre encore bébé que j'avais tiré du lac il y a 5 ans. Héloïse s'est assise à côté de moi sur le porche en regardant la célébration. « À quoi pensez-vous » demanda-t-elle. Ce jour-là, j'ai admis. Comment j'aurais pu être 5 minutes plus tard, comment je n'aurais pas pu regarder par la fenêtre à ce moment précis. Comment tout aurait pu être différent, mais ce n'était pas. Vous l'avez trouvé. Vous l'avez sauvé. C'était ton destin. Ou celui de Louis, oui, j'ai dit. Parfois je pense qu'il a guidé mes yeux vers le lac ce jour-là. Qu'il savait que je serais là. Qu'il pouvait me faire confiance pour protéger son fils. Peut-être, Héloïse a dit. Ou peut-être que vous êtes une femme incroyablement courageuse qui a refusé d'abandonner. Cette nuit-là, après que tout le monde soit rentré à la maison, après que Hector s'est endormi épuisé de toute l'excitation, je me suis assis seul dans le salon. J'ai regardé les photos sur le mur. Louis comme bébé, Lewis à son diplôme, Lewis le jour de son mariage, et à côté de ces photos, nouvelles, Hector comme nouveau-né à l'hôpital, Hector fait ses premiers pas, Hector le premier jour de l'école. 2 générations liées par l'amour, séparées par la tragédie, unies par la survie. On l'a fait, Louis, j'ai chuchoté sur sa photo. Votre fils est en sécurité. Il est heureux. Il grandit fort et bon, comme tu le voulais. Et même si je savais qu'il ne pouvait pas répondre, j'ai senti quelque chose. Une chaleur, une paix, comme s'il était là, fier, reconnaissant, en paix. Peut-être que tu aurais abandonné si tu étais à ma place. Tu aurais peut-être cru que tu étais trop vieux, trop fatigué, trop cassé. Ou peut-être que tu aurais fait exactement la même chose parce que c'est ce que fait l'amour. Ça te rend plus fort que tu ne le pensais. Ça vous fait vous battre quand tout semble perdu. Il vous fait trouver l'espoir dans les ténèbres les plus profondes. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve. Je sais qu'il y aura des défis. Je sais qu'il y aura des jours difficiles. Je sais qu'élever un enfant à mon âge ne sera pas facile. Mais je sais aussi que chaque jour avec Hector est un cadeau. Chaque sourire, chaque câlin, chaque je t'aime Gamma. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a fait sentir quelque chose, laissez-moi un commentaire. Donnez-lui un peu. Abonnez-vous à Histoire des aînés. Cela signifie pour nous le monde parce que ces histoires parlent de personnes réelles confrontées à des situations impossibles et qu'elles méritent d'être entendues. Ils méritent d'être rappelés. Ils méritent d'être importants. Et pour toi, Hector, si tu lis ça quand tu seras plus âgé, je veux que tu saches que tu étais aimé avant même ta naissance. Que votre père est mort vous protégeant, que j'aurais fait n'importe quoi pour vous sauver, et que chaque seconde de ces années avec vous a été la valeur de chaque sacrifice. Tu es ma raison,
mon but, ma deuxième chance d'être mère. Et je ne changerai rien. Désespéré de sauver cette petite vie tremblant contre moi. Je suis entré dans la maison en criant. Je ne sais pas ce que je criais. Peut-être aider, peut-être Dieu, peut-être rien de cohérent. J'ai pris le téléphone de la cuisine avec une main en tenant le bébé avec l'autre. J'ai appelé le 911. Mes doigts ont glissé sur les boutons. Le téléphone a failli tomber 2 fois. Quelle est votre urgence? Une voix féminine a dit. Un bébé? J'ai pleuré. J'ai trouvé un bébé dans le lac. Il ne répond pas. Il est froid. Il est violet. S'il vous plaît, envoyez de l'aide. Madame, calme-toi. Dites-moi votre adresse. Je lui ai donné mon adresse. Les mots se sont évanouis. L'opérateur m'a dit de mettre le bébé sur une surface plane. J'ai tout balayé de la table de la cuisine avec un bras. Tout s'est écrasé sur le sol. Plaques, papier, rien de grave. J'ai posé le bébé sur la table. Si petite, si fragile, si toujours. Il respire? J'ai demandé à l'opérateur. Ma voix était un cri aigu que je ne reconnaissais pas. À toi de me le dire. Regarde sa poitrine. Ça bouge? Écoute, à peine. Très à peine. Un mouvement si subtil que je devais me pencher pour le voir. Oui, je crois. Très peu. Ok, écoutez-moi attentivement. Je vais vous guider. J'ai besoin que tu prennes une serviette propre et que tu sèches le bébé très soigneusement. Alors enfermez-le pour le garder au chaud. L'ambulance est en route. J'ai fait ce qu'elle a dit. J'ai pris des serviettes dans les toilettes. J'ai séché son petit corps avec des mouvements maladroits et désespérés. Chaque seconde semblait une éternité. J'ai enveloppé le bébé dans des serviettes propres. Je l'ai repris, je l'ai bercé contre ma poitrine. J'ai commencé à le balancer sans le réaliser. Un instinct ancien que j'ai cru oublier. Ang, je lui chuchotais. S'il vous plaît, attendez. Ils arrivent. Ils viennent vous aider. Les minutes d'arrivée de l'ambulance ont été les plus longues de ma vie. Je me suis assis sur le sol de la cuisine avec le bébé contre ma poitrine. J'ai chanté. Je ne sais pas ce que j'ai chanté. Peut-être la même chanson que je chantais à Lewis quand il était petit. Peut-être juste des sons sans sens. J'avais juste besoin qu'il sache qu'il n'était pas seul, que quelqu'un le tenait, que quelqu'un voulait qu'il vive. Les sirènes ont brisé le silence. Les lumières rouges et blanches clignotaient à travers les fenêtres. J'ai couru à la porte. 2 ambulanciers sont sortis de l'ambulance. Un homme plus âgé avec une barbe grise et une jeune femme aux cheveux foncés attachés en arrière dans une queue de cheval. Elle a pris le bébé de mes bras avec une efficacité qui m'a brisé le cœur. Elle le vérifia rapidement, sortit un stéthoscope, écouta. Son visage n'a montré aucune émotion, mais j'ai vu ses épaules tendues. Hypothermie sévère, aspiration possible à l'eau. Nous devons déménager maintenant, a-t-elle dit à son partenaire. Ils l'ont placé sur une petite gurney, lui ont mis un masque à oxygène. Leurs mains fonctionnaient rapidement, reliant des fils, des moniteurs, des choses que je ne comprenais pas. L'homme m'a regardé. Tu viens avec nous. Ce n'était pas une question. Je suis monté dans l'ambulance, assis sur le petit siège. Je n'arrêtais pas de regarder le bébé si petit parmi tous ses équipements. L'ambulance est partie. Les sirènes se lamentaient. Le monde s'est brouillé devant les fenêtres. Comment l'avez-vous trouvé? Demanda l'ambulancier alors qu'elle continuait à travailler. Dans une valise. Dans le lac. J'ai vu quelqu'un la jeter. Elle a levé les yeux. Elle m'a regardé. Puis elle a regardé son partenaire. J'ai vu quelque chose dans ses yeux. T'inquiète, peut-être des soupçons, peut-être de la pitié. Vous avez vu qui c'était? J'ai ouvert la bouche. Je l'ai fermée. Cynthia, ma belle-fille, la veuve de mon fils, la femme qui pleurait aux funérailles de Louis comme si son monde avait pris fin. La même femme qui venait de tenter de noyer un bébé. Comment pourrais-je dire ça? Comment pourrais-je le croire moi-même? Oui, j'ai finalement dit. J'ai vu qui c'était. On est arrivé à l'hôpital général en moins de 15 minutes. Les portes de la salle d'urgence ont été ouvertes. Une douzaine de personnes en gommage blanc et vert ont entouré la gurney. Ils criaient des chiffres,
des termes médicaux, des ordres. Ils ont précipité le bébé à travers un ensemble de portes doubles. J'ai essayé de suivre, mais une infirmière m'a arrêté. Madame, vous devez rester ici. Les médecins travaillent. Nous avons besoin d'informations. Elle m'a conduit dans une salle d'attente. Mur de couleur crème, chaises en plastique, odeur de désinfectant. Je me suis assis. Je tremblais de la tête aux pieds. Je ne savais pas si c'était du froid de mes vêtements mouillés ou du choc, probablement les deux. L'infirmière était assise en face de moi. Elle était plus âgée que l'ambulancier. Peut-être mon âge. Elle avait des rides autour des yeux. Son nom a dit Héloïse. Je vais avoir besoin que tu me dises tout ce qui s'est passé, elle a dit d'une voix douce. Et je lui ai dit tous les détails. Dès que j'ai vu la voiture de Cynthia jusqu'à ce que j'ouvre la valise. Héloïse a pris des notes sur une tablette. Elle a hurlé. Elle n'a pas interrompu. Quand j'ai fini, elle a soupiré profondément. La police voudra vous parler. C'est une tentative de meurtre. Peut-être pire. Tentative de meurtre. Les mots pendaient dans l'air comme des oiseaux noirs. Ma belle-fille. La femme de mon fils. Un meurtrier. Je n'ai pas pu le traiter. Je ne comprenais pas. Héloïse a mis sa main sur la mienne. Vous avez fait ce qu'il fallait. Tu as sauvé une vie aujourd'hui. Mais c'était pas comme ça. C'était comme si j'avais découvert quelque chose de terrible. Quelque chose que je ne pouvais pas repousser dans l'obscurité. Quelque chose qui changerait tout pour toujours. 2 heures se sont écoulées avant qu'un médecin ne vienne me parler. Il était jeune, peut-être 35 ans. Il avait des cernes profonds sous les yeux et les mains qui sentaient le savon antibactérien. Le bébé est stable. Il a dit, pour l'instant, il est dans l'unité de soins intensifs néonatales. Il souffrait d'hypothermie sévère et d'eau aspirée. Ses poumons sont compromis. Les 48 prochaines heures sont critiques. Il va vivre ? J'ai demandé. Ma voix semblait brisée. Je ne sais pas, dit-il avec une honnêteté brutale. Nous ferons tout notre possible. La police est arrivée une demi-heure plus tard. 2 officiers, une femme dans la quarantaine avec ses cheveux dans un pain serré et un jeune homme qui prenait des notes. La femme s'est présentée comme détective Fatima Salazar. Elle avait des yeux sombres qui semblaient voir à travers les mensonges. Ils m'ont posé les mêmes questions sans cesse sous différents angles. J'ai décrit la voiture, l'heure exacte, les mouvements de Cynthia, la valise, tout. Fatima m'a regardé avec une intensité qui m'a fait me sentir coupable. Même si je n'avais rien fait de mal. Et vous êtes sûr que c'était votre belle-fille ? Absolument. Pourquoi ferait-elle ça ? Je ne sais pas. Où est-elle maintenant ? Je ne sais pas. Quand lui avez-vous parlé pour la dernière fois ? Il y a 3 semaines. À l'anniversaire de la mort de mon fils. Fatima a écrit quelque chose. Elle a échangé un regard avec son partenaire. Nous allons avoir besoin que vous veniez à la gare faire une déclaration formelle demain, et vous ne pouvez pas contacter Cynthia en aucune circonstance. Compris ? J'ai hurlé. Que allais-je lui dire de toute façon ? Pourquoi as-tu essayé de tuer un bébé ? Pourquoi l'avez-vous jeté dans le lac comme une poubelle ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Les officiers sont partis. Héloïse est revenue avec une couverture et une tasse de thé chaud. Tu devrais rentrer chez toi. Repose-toi. Changez vos vêtements. Mais je ne pouvais pas partir. Je ne pouvais pas laisser ce bébé seul à l'hôpital. Ce bébé que j'avais tenu contre ma poitrine qui avait respiré son dernier souffle d'espoir dans mes bras. Je suis resté dans la salle d'attente. Héloïse m'a apporté des vêtements secs de la réserve de l'hôpital, le pantalon de l'infirmière, et un t-shirt trop gros. J'ai changé dans les toilettes. Je me suis regardé dans le miroir. J'avais l'air d'avoir 10 ans en un après-midi. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis assis dans cette chaise en plastique pour regarder l'horloge. Chaque heure, je me levais et je demandais pour le bébé. Les infirmières m'ont donné la même réponse. Stable, critique, combat. À 3 heures du matin, le père Anthony est arrivé, le prêtre de mon église. Quelqu'un a dû l'appeler. Il s'est assis à côté de moi en silence. Il n'a rien dit depuis longtemps. Il était juste là. Parfois c'est tout ce dont vous avez besoin, une présence.
La preuve que tu n'es pas seul en enfer. Dieu nous teste de plusieurs façons, il a finalement dit. Ça ne ressemble pas à un test, j'ai répondu. C'est une malédiction. Il a hurlé. Il n'a pas essayé de me convaincre autrement. Et j'ai apprécié cela plus que n'importe quel sermon. Quand le soleil a commencé à se lever, je savais que rien ne serait jamais pareil. J'avais franchi une ligne. J'avais vu quelque chose que je ne pouvais pas voir. Et quoi qu'il arrive, je devrais y faire face. Parce que ce bébé, ce petit qui se bat pour chaque souffle dans la chambre d'à accent grave côté, était devenu ma responsabilité. Je ne l'avais pas choisi. Mais je ne pouvais pas l'abandonner non plus. Pas après l'avoir tiré de l'eau, pas après avoir senti son cœur battre contre le mien. Le lever du soleil est venu sans que je me rende compte. La lumière flottait dans les fenêtres de la salle d'attente, peignant toute une orange pâle. J'avais passé toute la nuit dans cette chaise en plastique. Mon dos me faisait mal. Mes yeux ont brûlé. Mais je ne pouvais pas partir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais la valise couler. J'ai vu ce petit corps. J'ai vu les lèvres violettes. Héloïse est apparue à 7 heures du matin avec du café et un sandwich enveloppé dans du papier. « Tu as besoin de manger quelque chose ?» dit-elle, en le mettant dans mes mains. J'avais pas faim, mais j'ai mangé parce qu'elle attendait. Le café était trop chaud et a brûlé ma langue. Le sandwich avait un goût de carton, mais j'ai avalé. J'ai mâché. J'ai fait semblant d'être une personne normale qui faisait des choses normales un matin normal. Le bébé est encore stable, dit Héloïse, assis à côté de moi. Sa température corporelle augmente. Ses poumons répondent au traitement. C'est un bon signe. Je peux le voir ? Elle secoua la tête. Pas encore. Seulement la famille immédiate. Et nous ne savons même pas qui est la famille. Famille. Le mot m'a frappé comme une pierre. Ce bébé devait avoir une famille. Une mère, Cynthia. Mais elle avait essayé de le tuer. Alors qui était le père ? Où était-il ? Pourquoi personne ne l'a signalé disparu ? Les questions se sont accumulées dans ma tête sans réponse. À 9 ans, l'inspecteur Fatima est revenu. Elle était seule cette fois. Elle s'est assise en face de moi avec un dossier dans ses mains. Son expression était dure, curieux, elle me regardait comme si j'étais le suspect. « Betty, j'ai besoin de vous poser quelques autres questions, » dit-elle, ouvrant le dossier. « Je t'ai déjà dit tout ce que je sais. » Je sais, mais des incohérences sont apparues. Incohérences ? Le mot flottait entre nous comme une accusation. J'ai senti mon estomac se resserrer. Quel genre d'incohérence ? Fatima a sorti une photo. Elle l'a placée sur la petite table entre nous. C'était la voiture de Cynthia, mais c'était dans un parking, pas près du lac. Cette photo a été prise par une caméra de sécurité dans un supermarché à 30 mètres d'ici hier à 520 dans l'après-midi. 5h20, 10 minutes après que je l'ai vue près du lac. Impossible. J'ai regardé la photo de plus près. C'était sa voiture, sa plaque d'immatriculation, et tout. Mais c'est impossible. Il doit y avoir une erreur. Je l'ai vu. J'y étais. Je l'ai vu jeter la valise. Tu es sûr que c'était Cynthia ? Tu étais si proche ? J'ai avalé fort. 100 mètres. Peut-être plus. Je l'ai vue de derrière la plupart du temps. La robe grise. Les cheveux noirs, la voiture argentée. J'étais sûr, j'ai dit, mais ma voix semblait moins convaincante maintenant. Fatima se pencha vers l'avant. Betty, tu dois être honnête avec moi. Quelle est votre relation avec Cynthia ? Vous vous entendez bien ? Et voilà. La vraie question, celle que j'attendais depuis que la police est arrivée, parce qu'on ne s'entendait pas. On ne s'était jamais entendu. Depuis le jour où Louis m'a présenté à elle, je savais qu'elle avait un problème. Elle était trop parfaite, trop calculatrice, trop intéressée par l'argent gagné par Lewis en tant qu'ingénieur. Nous ne sommes pas proches, j'ai admis. Tu la blâmes pour la mort de ton fils ? Quoi ? Ma voix était trop forte, trop défensive. C'est une question simple. Cynthia est responsable de la mort de Louis, oui ? L'accident. C'est ce que tout le monde appelait ça. Lewis rentrait chez lui après le dîner avec Cynthia. Il pleuvait. La voiture a dérapé. Il s'est écrasé dans un arbre.
Lewis est mort à l'impact. Cynthia s'en est sortie avec de petites rayures. Ça m'a toujours paru étrange. C'était toujours pratique, mais je n'ai jamais eu de preuves. Juste une mère brisée qui cherche quelqu'un à blâmer. Je ne vois pas le rapport avec le bébé. Cela a tout à voir avec ça, dit Fatima, fermez le dossier. Parce qu'on n'a pas pu localiser Cynthia. Elle a disparu. Sa maison est vide. Son téléphone est éteint. Et vous êtes la seule personne qui prétend l'avoir vue hier. Ces mots sont tombés sur moi comme de l'eau glacée. Elle m'accusait, pas directement, mais l'insinuation était claire comme jour. Elle pensait que j'avais tout inventé, que j'avais trouvé le bébé d'une autre façon et que je blâmais Cynthia de me venger. Je n'ai pas menti, j'ai dit à travers les dents serrées. J'ai vu ce que j'ai vu. Alors on doit trouver Cynthia et vite car si c'est la mère de ce bébé, il est en danger. Et si elle ne l'est pas, alors nous avons un mystère encore plus grand sur nos mains. Fatima s'est levée. Elle m'a donné une carte avec son numéro. Si vous vous souvenez d'autre chose, n'importe quel détail, appelez-moi. Elle est partie, me laissant avec plus de questions que de réponses. Je me suis assis là avec la carte dans la main, me demandant si je perdais la tête. J'avais vu Cynthia. J'en étais sûr. Mais maintenant, le doute se répandait comme du poison. Et si j'avais eu tort? Et si c'était quelqu'un d'autre? Et si mon chagrin et mon ressentiment m'avaient fait voir ce que je voulais voir? Le père Anthony est revenu à midi. Il tenait un chapelet dans ses mains. Prions-nous, demanda-t-il. Je ne suis pas très religieux. Je ne l'ai jamais été. Mais à ce moment-là, j'avais besoin de quelque chose de plus grand que moi. Quelque chose pour me dire que je n'étais pas seul là-dedans. J'ai hurlé. Nous avons prié ensemble à voix basse. Les mots familiers m'ont calmé, même si je ne comprenais pas comment ils fonctionnaient. Quand on a fini, je me suis senti un peu moins cassé. La police pense que je mens, je lui ai dit. La vérité vient toujours à la lumière, il a répondu, même si cela prend du temps. Mais nous n'avions pas le temps. Ce bébé se battait pour sa vie. Et quelque part Cynthia se cachait, courait ou planifiait son prochain déménagement. À 3 heures de l'après-midi, un médecin différent est venu me voir. Une femme plus âgée avec des lunettes épaisses et une expression sérieuse. Nous avons besoin de votre consentement pour faire des tests sur le bébé, dit-elle. Je ne suis pas de la famille. Nous savons, mais vous êtes la seule personne responsable en ce moment. Les services sociaux sont en route, mais en attendant, nous devons agir. Le bébé a besoin de tests sanguins. Nous devons savoir s'il a des problèmes médicaux, s'il a été exposé à la drogue, s'il a des blessures, nous n'avons pas détecté. J'ai signé les papiers. Je ne les ai même pas lus complètement. Je voulais juste qu'il fasse tout ce qui était nécessaire pour le sauver. 2 heures plus tard, le travailleur social est arrivé. Allen. Je ne sais pas. Elle était jeune. Trop jeune pour ce boulot, je pensais. Peut-être 25. Cheveux courts, costume gris, un sourire professionnel qui n'a pas atteint ses yeux. Madame Betty, elle a dit, assise à côté de moi. Je dois vous poser quelques questions sur votre situation. Vous avez trouvé le bébé. Encore l'histoire. Encore les questions. Mais Allen était différente. Elle ne m'a pas regardé avec suspicion. Elle m'a regardé avec pitié, ce qui était pire. Vous vivez seul? Elle a demandé. Oui. Avez-vous un revenu stable? J'ai la pension de mon défunt mari et quelques économies. Un casier judiciaire? Non, des problèmes de santé mentale? Dépression? Anxiété. J'hésitais. Après la mort de Lewis, j'ai pris des antidépresseurs pendant 3 mois. Mon médecin a dit que c'était normal, que le chagrin a parfois besoin d'aide chimique. Je me suis arrêté quand je me suis senti mieux. J'ai eu une dépression après la mort de mon fils, j'ai admis, mais c'est fini maintenant. Allen a écrit quelque chose. Je ne pouvais pas voir quoi. Le bébé aura besoin d'une maison temporaire quand il sera libéré de l'hôpital, dit-elle. S'il est libéré, les services sociaux chercheront des familles d'accueil certifiées. Dans l'intervalle, il restera en garde à vue. La garde de l'État? Ces mots ont brisé quelque chose en moi. Ce bébé que j'avais tenu contre ma poitrine, qui avait respiré son premier souffle de vie dans mes bras, allait être remis à des étrangers, pour l'aider,
à des gens qui le verraient comme un autre dossier, juste un autre numéro. Et si je le voulais? Les mots sont sortis avant que je puisse les arrêter. Et si je voulais m'occuper de lui? Allen m'a regardé surprise, puis sceptique. Madame Betty, vous avez 62 ans. Vous n'êtes pas un parent nourricier certifié. Tu n'as aucune relation légale avec le bébé. Et vous êtes impliqué dans une enquête criminelle active. Je n'ai rien fait de mal. Je lui ai sauvé la vie. Je sais, mais le système a des protocoles. L'intérêt supérieur de l'enfant vient en premier. Et franchement, votre âge et votre situation émotionnelle récente sont des facteurs que nous devons considérer. J'avais l'impression d'avoir été giflé. Trop vieux, trop instable, trop cassé. Elle avait peut-être raison. C'était peut-être fou d'y penser. Mais quand j'ai fermé les yeux, tout ce que j'ai vu était ce petit corps fragile. Et je savais que personne au monde ne l'aimerait comme je le pouvais. Cette nuit-là, je suis rentré pour la première fois en 36 heures. Héloïse m'a convaincu. Elle a dit que je devais me doucher, dormir dans un vrai lit, que le bébé irait bien, qu'il m'appellerait si quelque chose changeait. Je suis rentré à la maison au coucher du soleil. Le lac brillait à ma droite. Je me suis arrêté au même endroit où j'avais vu Cynthia, où j'avais sorti la valise. Je suis sorti de la voiture. J'ai marché jusqu'au rivage. La valise était partie. La police l'avait pris comme preuve, mais je pouvais voir exactement où elle était. Je pouvais voir mes empreintes dans la boue séchée. Je me suis tenu là pendant que l'obscurité tombait, me demandant si je saurais jamais la vérité, me demandant si Cynthia regardait quelque part, me demandant ce qui s'était vraiment passé. Et mon téléphone a sonné. C'était l'hôpital. Mon cœur s'est arrêté. Madame Betty, la voix d'Héloïse a dit, tu dois revenir maintenant. Je suis revenu à l'hôpital, en brisant toutes les limites de vitesse. Mes mains tremblaient sur le volant. Mon cœur battait tellement fort que je l'entendais au-dessus du moteur. Héloïse n'avait pas donné de détails au téléphone. Elle a juste dit de revenir maintenant. Ces deux mots ont suffi à remplir ma tête des pires scénarios. Le bébé était mort. Ça devait être ça. Pourquoi m'appeler si vite? Il s'était battu pendant 2 jours et finalement son petit corps avait abandonné. Ça n'a pas suffi. Je n'en avais pas assez. J'étais trop tard. Je me suis garé à 2 endroits. J'ai couru vers les portes des urgences. Héloïse m'attendait à l'entrée. Son expression était sérieuse, mais il y avait autre chose, quelque chose que je ne pouvais pas déchiffrer. Il est vivant, dit-elle immédiatement, comme si elle savait exactement ce que je pensais. Le bébé est vivant. Mais tu dois venir avec moi. Elle m'a mené dans les couloirs que je ne savais pas. Nous sommes allés au 3e étage. Nous avons passé l'unité de soins intensifs néonatales. On marchait sans arrêt. Enfin, nous sommes arrivés à une petite salle de conférence. L'inspecteur Fatima Allen, l'assistante sociale, et un homme que je ne connaissais pas. Il avait 60 ans. Il portait un costume noir et des lunettes. Il avait le visage d'un avocat. S'il vous plaît, asseyez-vous, Fatima a dit, pointant vers une chaise. Je me suis assis. Mes jambes étaient comme de la gelée. Tout le monde me regardait avec une intensité qui m'a donné envie de courir. Nous avons reçu les résultats du test ADN du bébé, a déclaré Fatima. Ces mots sont tombés comme des pierres dans l'ADN de l'eau. Je ne comprenais pas pourquoi ils avaient fait ça. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Et j'ai demandé quand le silence est devenu insupportable. Fatima a échangé un regard avec l'homme en costume. Il a hurlé. Elle a ouvert un dossier et a sorti plusieurs papiers. Elle les a placés devant moi. Le bébé est un garçon. Il est né il y a environ 3 jours selon les tests médicaux. Fatima s'est arrêtée. Et Betty, c'est ton petit-fils. Le monde s'est arrêté. Les mots n'avaient aucun sens. Je les ai entendus, mais mon cerveau a refusé de les traiter. Mon petit-fils. Impossible. Louis est mort il y a 6 mois. Il n'a laissé aucun enfant. Pas de grossesse, rien. C'est impossible, je murmurais. Les résultats sont concluants, dit l'homme en costume. Je suis le docteur Alan Mandé, spécialiste en génétique médico-légale. On a fait les tests 2 fois pour être sûr. Le bébé partage environ 25% de son ADN avec vous. C'est ton petit-fils biologique.
Fils de votre fils Lewis. Fils de Louis. Mon Louis. J'avais l'impression que quelqu'un m'avait frappé dans la poitrine avec un marteau. Lewis avait un fils. Un fils qu'il n'a jamais connu. Un fils que quelqu'un avait essayé de se noyer dans un lac. Mais comment? Ma voix semblait lointaine. Lewis est mort il y a 6 mois. Cynthia n'a jamais parlé d'une grossesse. Exactement. Fatima a dit, se penchant vers l'avant. Cynthia était enceinte pendant l'accident. Selon nos calculs, elle est tombée enceinte environ 1 mois avant la mort de Louis. Ce qui veut dire qu'elle savait. La pièce tournait. Cynthia savait qu'elle était enceinte quand Lewis est mort. Pourquoi elle n'a rien dit? Pourquoi a-t-elle caché la grossesse pendant 9 mois? Pourquoi a-t-elle donné naissance en secret et essayé de tuer son propre fils? Je ne comprends pas. Les larmes ont commencé à brouiller ma vision. Pourquoi ferait-elle ça? C'est son fils. Lewis fils. C'est ce qu'il faut savoir, dit Fatima. Mais il y a plus, Betty. Écoute attentivement ce que je vais te dire. Je me suis porté volontaire. Je ne savais pas pourquoi, mais je savais que ce qui allait arriver serait pire. Nous avons enquêté sur l'accident de votre fils. Et il y a des incohérences. De grandes incohérences. Quelles incohérences? La voiture de Lewis a été examinée après l'accident. Le rapport officiel a dit que c'était un dérapage dû à la pluie, mais nous avons demandé qu'il soit vérifié à nouveau. Ils ont trouvé des preuves d'altération des freins. Quelqu'un les a sabotés. Le mot a atterri comme une bombe. Sabotage, meurtre. Mon fils n'était pas mort dans un accident. Il avait été assassiné. J'ai dit que ce n'était pas une question. C'est notre principal suspect, a admis Fatima. Mais nous avons besoin de preuves, et nous devons la trouver. Elle a complètement disparu. Elle n'a pas utilisé son téléphone. Elle n'a pas touché ses comptes bancaires. C'est comme si elle avait disparu. Je me suis levé de la chaise. J'avais besoin de bouger. J'avais besoin d'air. J'ai marché à la fenêtre devant la ville avec des millions de lumières. La vie normale, les gens normaux, alors que j'étais coincé dans ce cauchemar. Mon fils, je murmurais contre le verre. Mon bébé, elle l'a tué. Personne n'a répondu. Il n'y avait rien à dire. J'ai senti une main sur mon épaule. C'était maigre. Il y a autre chose que tu dois savoir, elle a dit doucement. Pour le bébé, pour son avenir. Je me suis retourné. Ses yeux étaient gentils mais tristes. Puisque le bébé est votre petit-fils biologique, vous avez des droits légaux. Vous pouvez demander la garde. Mais elle a levé la main avant que je puisse parler. Ce sera un long processus. Il y aura des évaluations, des visites à domicile, des entretiens psychologiques, et dans l'intervalle, le bébé restera dans les soins de l'État. C'est pas vrai. Le mot est sorti comme un rugissement. Vous ne me l'enlèverez pas. Il est tout ce qu'il me reste de Lewis. C'est mon petit-fils, mon sang. Je comprends, dit Allen. Crois-moi. Mais le système a des protocoles. Et après tout ce qui s'est passé, nous devons nous assurer que le bébé est en sécurité. Il sera plus sûr avec moi qu'avec un étranger. Peut-être, mais cette décision ne dépend pas de moi. C'est à un juge et au bien-être de l'enfant. Le docteur Mandé a parlé pour la première fois depuis sa révélation initiale. Il y a un autre facteur que nous devons considérer. Le bébé a subi un traumatisme sévère, une hypothermie, près de la noyade. Les prochaines semaines seront cruciales pour son développement. Il aura besoin de soins spécialisés, de thérapie, de suivi médical constant. Je ferai ce qu'il faut. N'importe quoi. Fatima s'est levée. Betty, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Vous n'êtes pas un suspect. Nous croyons votre histoire, mais vous ne pouvez pas garder le bébé parce que c'est votre petit-fils. Il y a un processus juridique. Et en attendant, notre priorité est de trouver Cynthia. Nous avons besoin de votre aide. Comment ça? Réfléchis. Est-ce que Cynthia a mentionné un endroit spécial, un bien, un ami ou un parent avec qui elle pourrait se cacher? J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à toutes les conversations que j'avais eues avec Cynthia pendant les 3 années où elle était mariée à Louis. Ils étaient peu, superficiels. Elle n'a jamais parlé de sa famille. Elle n'a jamais parlé de son passé.
C'était comme si elle était sortie de nulle part le jour où elle a rencontré Loïs. Elle a une tante, j'ai dit soudainement. Au nord, près de la frontière. Louis l'a mentionné une fois. Cynthia a grandi avec elle. Fatima l'a écrit rapidement. Votre nom? Je ne sais pas, Louis n'a jamais dit ça. C'est un début. Fatima a dit, nous allons regarder dedans. Ils sont tous partis sauf Héloïse. Elle est restée avec moi dans cette salle de conférence vide et froide. Voulez-vous voir votre petit-fils? Demanda-t-elle. J'ai hurlé, incapable de parler. Elle m'a emmené par les portes de sécurité de l'unité de soins intensifs néonatales. Elle m'a fait laver les mains, mettre une robe stérile. Puis elle m'a conduit à un incubateur dans le coin. Et le voilà, mon petit-fils, mon fils Louis. Si petit, si fragile, branché au tube et au fil, mais vivant, respirant, combattant. Il avait Louis cheveux foncés, Louis nez, Louis doigts longs. Je peux le toucher? Je murmurai. Oui, soyez doux. J'ai atteint ma main par l'ouverture de l'incubateur. J'ai touché sa petite main. C'était si doux, si chaud. Ses petits doigts fermés autour de mon index, un réflexe, mais c'était une promesse. Bonjour, petit, je murmurai. Je suis ta grand-mère, et je promets de te protéger. Personne ne te fera de mal. Je le jure sur la mémoire de ton père. Héloïse a mis sa main sur mon épaule. Il a besoin d'un nom, dit-elle doucement. Pour les dossiers de l'hôpital jusqu'à ce qu'on trouve la mère ou jusqu'à ce qu'un juge décide du nom. Louis voulait nommer son premier fils, Hector, d'après mon père. Il m'avait dit une fois pendant un dîner de Noël. Si j'ai un fils, je le nommerai Hector. Hector, j'ai dit, son nom est Hector. Je suis resté là toute la nuit, assis près de l'incubateur, tenant sa main, lui chantant les chansons que je chantais à Loïs, lui promettant un avenir que je ne savais pas si je pouvais lui donner, mais le promettant de toute façon, parce que maintenant je connaissais la vérité. Ce bébé n'était pas un étranger que j'avais trouvé par hasard. C'était mon sang, ma famille, tout ce qui restait de mon fils assassiné. Et je n'allais laisser personne me le prendre. Pas le système, pas Cynthia, personne. Les jours suivants furent un enfer bureaucratique. Je me suis réveillé tous les matins à 5 heures. J'ai pris une douche. Je me suis habillé. J'ai conduit à l'hôpital. J'ai passé la journée par l'incubateur d'Hector. Et l'après-midi, les visites sont arrivées. Avocats, travailleurs sociaux, policiers, tous avec des dossiers, tous avec des questions, tous décidant si j'étais assez bon pour élever mon propre petit-fils. Allen est arrivée le 3e jour avec une liste d'exigences. Elle l'a lu dans une voix monotone comme si elle récitait un manuel d'instruction de l'appareil. Vous aurez besoin d'une vérification des antécédents criminels, d'une évaluation psychologique complète, d'un examen médical, de la vérification du revenu et de l'inspection de votre maison, de références personnelles d'au moins 3 membres non familiaux, et vous devez suivre un cours de garde de 40 heures. 40 heures. Comme si je n'avais pas élevé de fils moi-même. Comme si je ne savais pas changer une couche ou préparer une bouteille. Mais j'ai rien dit. J'ai hurlé et pris les papiers qu'elle m'a remis. Combien de temps ça prendra? J'ai demandé. Si vous avez de la chance, 6 semaines, sinon 3 mois. 3 mois? Hector serait dans des foyers d'accueil pendant 3 mois pendant que j'ai sauté dans des cerceaux bureaucratiques pour prouver que je mérite de l'élever. Et lui en attendant? Quand il sera sorti de l'hôpital, il ira dans une famille d'accueil temporaire certifiée. Il recevra les soins appropriés. Vous pouvez lui rendre visite 2 fois par semaine sous surveillance. 2 fois par semaine sous surveillance. Comme si j'étais une menace. Comme si ce n'était pas moi qui l'avais sauvé de la noyade. Ce soir-là, j'ai appelé le père Anthony. J'avais besoin de références. J'avais besoin de gens qui diront que je n'étais pas fou, que j'étais en forme, que je pouvais le faire. Il est venu chez moi le lendemain. Il s'est assis dans ma cuisine en buvant le même thé que celui que je faisais pour Loïs quand il était petit. Bien sûr, je vais vous aider. Tu es l'une des femmes les plus fortes que je connaisse. Cet enfant a de la chance de vous avoir. Mais je ne me sentais pas fort. Je me sentais vieux, fatigué, effrayé. J'avais 62 ans. Comment j'allais poursuivre un enfant de 2 ans quand j'avais 64 ans? Comment j'allais l'aider avec ses devoirs quand j'avais 70 ans? Comment pourrais-je être là pour son diplôme si je l'ai atteint à 80?
Je suis trop vieux pour ça, ai-je dit à voix haute pour la première fois. Le père Anthony m'a regardé sur sa coupe. Sarah avait 90 ans quand elle a donné naissance à Isaac. L'âge n'est qu'un chiffre quand l'amour est impliqué. Je voulais le croire. Vraiment. Le 4e jour, Héloïse m'a appris à prendre soin d'Hector, à soutenir sa petite tête, à changer ses petites couches, à préparer la formule à la température exacte. Mes mains tremblaient au début. J'avais oublié combien les nouveau-nés étaient fragiles, si dépendants, si terrifiants. Tu te débrouilles bien, disait Héloïse à chaque fois que je paniquais. Mais ça ne se sentait pas bien. C'était comme marcher sur de la glace mince. Un mauvais geste et tout serait brisé. Le 5e jour, l'inspecteur Fatima est revenu avec des nouvelles. Nous avons trouvé la tante de Cynthia. Elle a dit qu'elle vivait dans une petite ville à 100 km de la frontière. Nous sommes allés la questionner et elle n'a pas vu Cynthia depuis 2 ans. Ils disent qu'ils se sont disputés que Cynthia lui devait $3000, jamais remboursés. L'argent. Ça revient toujours à l'argent avec Cynthia. Lewis a gagné un bon salaire en tant qu'ingénieur, $70 000 par an. Il avait des économies, une police d'assurance vie de $200 000. Cynthia était le bénéficiaire. Elle a pris l'assurance? J'ai demandé. Fatima a hurlé. Il y a 4 mois, $200 000 déposés sur son compte. 2 semaines plus tard, elle a tout transféré sur un compte offshore aux îles Caïmans. On essaie de le suivre, mais c'est compliqué. $200 000, la valeur de la vie de mon fils. Et elle l'avait caché dans un paradis fiscal tout en prévoyant de tuer son bébé. Pourquoi? J'ai dit, la question qui me tourmentait chaque nuit. Pourquoi tuer le bébé? Elle aurait pu l'abandonner pour adoption. Elle aurait pu le laisser à l'hôpital. Pourquoi essayer de le noyer? Fatima a été calme pendant un long moment. Il y a une théorie, elle a finalement dit. Nous enquêtons sur les finances de Louis. Nous avons trouvé quelque chose d'intéressant. 2 semaines avant sa mort, il a changé de testament. Il a tout laissé à ses futurs enfants. Pas à Cynthia, à ses enfants. L'air a laissé mes poumons. Lewis savait. Il savait que Cynthia était enceinte et il a changé de volonté pour protéger son fils. Elle l'a tué pour de l'argent. Nous le croyons. Et puis elle a découvert que l'argent irait au bébé s'il était né vivant. Alors elle a décidé de l'éliminer aussi. Le mal m'a laissé sans voix. Elle avait tué mon fils. Elle avait porté la grossesse à terme. Elle avait donné naissance seule. Et puis elle avait essayé de noyer son propre bébé. Tout pour de l'argent. Vous avez assez pour l'arrêter? Quand on la trouvera, oui, mais elle a disparu. Elle est intelligente. Elle sait qu'on la cherche. Les jours se sont transformés en semaines. Hector est devenu plus fort. Les médecins ont enlevé les tubes un par un. Il a commencé à respirer seul, à se nourrir seul, à pleurer avec des poumons forts et sains. C'était un miracle médical selon les médecins. Aucun bébé qui avait vécu ce qu'il avait dû faire si bien. Mais je savais que c'était plus que de la médecine. C'était la volonté. C'était l'esprit Louis vivant dans ce petit corps, combattant, survivant, refusant d'abandonner. J'ai rempli toutes les exigences. La vérification des antécédents est revenue propre. L'examen médical a montré que j'étais en bonne santé pour mon âge. L'évaluation psychologique a été plus difficile. Une jeune femme aux lunettes m'a posé des questions pendant 3 heures. Comment avez-vous géré la mort de votre fils? Que pensez-vous de Cynthia? Tu veux remplacer Louis par ce bébé? Cette dernière question m'a irrité. Je ne remplacerai personne. Je sauve mon petit-fils. C'est différent. Elle a écrit quelque chose. Je ne savais pas si c'était bon ou mauvais. L'inspection de la maison était humiliante. 2 femmes ont vérifié chaque coin. Ils ont ouvert des placards, vérifié le réfrigérateur, mesuré les fenêtres pour voir si elles étaient sûres, compté les détecteurs de fumée, demandé au sujet de mon plan d'urgence en cas d'incendie. Vous aurez besoin d'un berceau certifié, d'une table allongée, de barrières de sécurité sur tous les escaliers, de serrures sur les armoires, de couvercles de sortie. J'ai dépensé $1200 en matériel pour bébé. Ma pension couvrait à peine mes dépenses de base. J'ai dû utiliser mes économies. Mais je m'en fiche. Hector en valait la peine. Le cours de garde d'enfants était le pire.
15 jeunes mères et moi. Ils m'ont tous regardé comme si j'étais la grand-mère confuse qui avait marché dans la mauvaise classe. L'instructeur avait 25 ans. Elle a expliqué des choses que je connaissais déjà avec une lenteur insultante. Les bébés ont besoin de manger toutes les 3 heures. Les bébés pleurent quand ils ont faim ou mouillé. Ne secouez jamais un bébé. J'ai hurlé et pris des notes, même si je voulais crier que j'avais élevé un fils à l'âge adulte, que je savais exactement ce que je faisais, mais j'avais besoin de ce certificat. J'ai avalé ma fierté et j'ai fait semblant d'apprendre. 6 semaines après avoir trouvé Hector dans le lac, Allen est apparue à l'hôpital avec un petit sourire. « Vous avez rempli toutes les exigences, dit-elle. Le juge examinera votre affaire la semaine prochaine. Si tout va bien, vous pourriez avoir la garde temporaire dans 2 semaines. 2 semaines. Après 42 jours d'enfer bureaucratique, je pouvais enfin ramener mon petit-fils chez moi. Mais la même nuit, quand tout semblait aller mieux, mon téléphone a sonné. C'était Fatima. Sa voix était tendue. « Betty, j'ai besoin que tu viennes à la gare maintenant. On a trouvé quelque chose. Quelque chose sur Lewis que tu dois voir. » Je suis arrivé au commissariat avec mon estomac en nœud. Fatima m'attendait à l'entrée. Son visage était plus sérieux que d'habitude. Elle m'a conduit dans des couloirs étroits vers une salle d'interrogatoire. Sur la table était une boîte en carton. À l'intérieur, j'ai reconnu les biens de Louis. Son portefeuille, sa montre, son téléphone cassé, les choses qu'ils m'ont rendues après l'accident. « C'est quoi ?» j'ai demandé. On a enfin déverrouillé son téléphone. Fatima a dit, notre technicien a travaillé dessus pendant des semaines et nous avons trouvé quelque chose. Elle a sorti une enveloppe de Manila. Elle l'ouvrit et étendit plusieurs feuilles imprimées sur la table. Ils étaient des captures d'écran de messages textes entre Louis et Cynthia datés de 2 semaines avant sa mort. J'ai lu la première. C'était de Louis à Cynthia. « Il faut qu'on parle. Je sais pour le bébé. » Cynthia répond. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Louis encore. « J'ai trouvé le test de grossesse dans les toilettes. » « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Un silence de 3 heures. Puis Cynthia, « Je n'étais pas prête à te le dire. J'avais peur. » « Peur de quoi ? » « Je suis votre mari. Nous allons être parents. C'est merveilleux. » Un autre silence, alors. « Je veux pas la voir. » J'avais l'impression d'avoir été frappé. J'ai continué à lire. Mes mains tremblaient. « Lewis, que veux-tu dire par tu ne veux pas la voir ? » Je ne suis pas prête. Je ne veux pas être mère. Je veux voyager pour vivre, pas être attachée à un bébé. C'est notre enfant. C'est une erreur. Ne dis pas ça. S'il vous plaît. On peut faire en sorte que ça marche. Je vais t'aider. Ma mère va nous aider. Je ne veux pas d'aide. Je veux retrouver ma vie. Les messages sont devenus plus intenses. Lewis plaidant, Cynthia résiste jusqu'à ce que j'atteigne le dernier échange, la veille de l'accident. Lewis, j'ai parlé à un avocat. Si tu décides de ne pas avoir le bébé, je divorce. Et si vous l'avez et que vous ne voulez pas l'élever, je vais me battre pour la garde complète. Je ne vais pas te laisser blesser mon enfant. Cynthia, tu vas regretter ça. Lewis, c'est une menace ? Il n'y a pas eu de réponse. Le lendemain, Lewis était mort. J'ai laissé tomber les journaux. Les larmes m'ont infiltré incontrôlablement. Elle l'a tué. Elle l'a tué parce qu'il allait protéger le bébé. C'est ce que nous croyons, Fatima a dit. Et il y en a plus. On a vérifié les relevés téléphoniques de Cynthia. Elle a passé 3 appels à un mécanicien indépendant. Carlos Medina. Nous l'avons amené pour l'interroger. Qu'est-ce qu'il a dit ? Rien au début, mais quand on lui a montré des preuves des virements bancaires que Cynthia lui avait fait $2000 la veille de l'accident, il a commencé à parler. Il a admis qu'elle l'avait payé pour saboter les freins de la voiture de Louis. Je me sentais malade. Je devais m'asseoir. Cynthia avait tout planifié. Elle avait engagé quelqu'un pour tuer mon fils, et elle en avait fait un accident. Pourquoi Carlos ferait ça ? Dette. Il a joué. Il devait $15 000 à des gens dangereux. Cynthia lui a offert 2 000 immédiatement et 3 000 plus tard. Il a accepté. Il est en état d'arrestation en tant que complice du meurtre.
Et Cynthia, nous avons un mandat d'arrêt pour meurtre au premier degré et tentative de meurtre, mais nous ne l'avons toujours pas trouvée. Elle est comme un fantôme. Je me suis assis dans cette chambre froide pour tout traiter. Mon fils était mort en essayant de protéger son bébé et ce bébé était maintenant à l'hôpital se battre pour sa vie parce que sa propre mère avait essayé de le tuer aussi. La cruauté de tout cela était insupportable. Et maintenant? J'ai demandé. On continue à chercher. Nous avons sa photo à chaque aéroport, à chaque frontière, alerte dans les hôpitaux au cas où elle essaie de changer son apparence. Quelqu'un la reconnaîtra. Personne ne disparaît pour toujours. Mais je n'étais pas si sûr. Cynthia avait prouvé qu'elle était plus intelligente et plus froide que je ne l'imaginais. Si elle avait planifié le meurtre de Louis dans le détail, elle avait probablement un plan d'évasion tout aussi élaboré. Je suis retourné à l'hôpital ce soir-là. Je me suis assis à l'incubateur d'Hector. Je l'ai regardé dormir. Tellement innocente, si ignorante de l'horreur qui l'entoure. Son existence même avait coûté la vie à son père. Sa mère avait essayé de le tuer. Et j'étais tout ce qui se tenait entre lui et un système qui le voyait comme un autre fichier. Ton père t'aimait, je lui chuchotais. Il est mort en vous protégeant. Et je vais finir ce qu'il a commencé. Je vous le promets. Héloïse est venue avec du café. Elle s'est assise à côté de moi en silence pendant un moment. J'ai entendu parler des messages. Elle a finalement dit, je suis désolée. Je ne savais pas que Lewis pouvait être si fort. Il a toujours été gentil. Mais dans ses messages, il était un guerrier, prêt à se battre pour son fils. L'amour fait ça. Ça te rend plus fort que tu ne le pensais. Elle avait raison. Je le sentais moi-même. Je ne me suis jamais considéré particulièrement fort, mais maintenant je me battais contre le système, le temps de combattre, un meurtrier fugitif, tout pour ce bébé. Les jours suivants étaient sur la préparation. J'ai transformé la chambre Louis en chambre pour Hector. J'ai pris les affiches du groupe de rock, les trophées de football, les photos de l'université. J'ai peint les murs d'un jaune doux. J'ai installé le nouveau berceau, la table à langer, le mobile musical qui jouait du lullaby. C'était douloureux de démanteler le sanctuaire de mon fils, mais c'était nécessaire. Louis était parti. Hector était vivant, et il avait besoin d'un espace pour grandir. Le père Anthony est venu bénir la chambre. Il arrosa l'eau bénite dans les coins, pria pour la protection d'Hector, pour ma force, pour la justice de Lewis. Dieu a un plan, dit-il. Même si on ne comprend pas toujours. Quel genre de plan implique de tuer un homme bien et presque de noyer un bébé? J'ai demandé amèrement. Le genre de plan qui transforme le mal en rédemption. Cynthia voulait détruire cette famille. Mais écoute, Lewis a laissé un héritage. Vous avez trouvé un nouveau but. Ce bébé a survécu contre toute attente. Le mal n'a pas gagné. L'amour a gagné. Je voulais le croire. Certains jours, je pourrais. D'autres jours, tout ce que j'ai vu était noir. L'audience était prévue pour un mardi. Je portais mon meilleur costume, celui que je portais aux funérailles de Louis. Allen m'a accompagné. Nous sommes entrés dans une petite salle d'audience. Le juge était une femme dans ses années 50, cheveux gris tirés en arrière, une expression sévère mais pas imprudente. Elle a examiné tous mes documents, les certificats, les références, les évaluations, le rapport d'inspection à domicile. Elle lit chaque page avec une attention particulière. Enfin, elle a levé les yeux. Madame Betty, elle a dit que j'ai examiné votre cas avec soin. C'est très inhabituel. Une femme de 62 ans demandant la garde d'un nouveau-né. Mais il est également inhabituel pour une grand-mère de sauver son petit-fils de la noyade. Mon cœur battait tellement fort que tout le monde pouvait l'entendre. J'ai parlé à l'hôpital, aux travailleurs sociaux, à vos références, et ils disent tous la même chose. Que vous êtes dévoué, aimant, capable, que ce bébé a eu de la chance que vous soyez là ce jour-là. J'ai senti des larmes jaillir, mais je les retenais. J'ai également lu l'affaire criminelle au sujet de la suspicion que la mère du bébé a tué son père et a ensuite essayé de tuer le bébé. C'est horrible, impensable. Cet enfant a besoin de stabilité. Il a besoin d'amour. Il a besoin de quelqu'un pour le protéger. Une pause, longue, sans fin. Par conséquent, j'accorde une garde temporaire à Betty pour une période de 6 mois. Pendant ce temps, il y aura des visites mensuelles des services sociaux,
des évaluations des progrès, et à la fin des 6 mois, nous examinerons si la garde devient permanente. Félicitations, grand-mère. Le gavel a frappé, et soudain je pouvais respirer à nouveau. J'ai pleuré dans la salle d'audience. J'ai pleuré avec soulagement, avec gratitude, avec peur, avec tout. Allen m'a serré les bras. Tu l'as fait, murmura-t-elle. Tu vas pouvoir le ramener à la maison. 3 jours plus tard, 6 semaines après l'avoir sorti du lac, j'ai ramené Hector à la maison. Héloïse m'a aidé à le boucler dans le siège auto. Elle a tout expliqué. Comment le tenir, comment le nourrir, comment repérer des signes de trouble. Ça va aller, dit-elle. Et je suis juste un coup de fil si tu as besoin de moi. Je suis rentré à 20 miles d'heure. Chaque bosse m'a terrifié. Chaque voiture qui s'approchait semblait être une menace. Mais nous l'avons fait sain et sauf. Je suis entré dans la maison avec Hector dans mes bras. Je l'ai emmené dans sa chambre. Je l'ai mis dans son berceau. Il avait l'air si petit dans cet espace, si vulnérable. Mais il respirait. Il était vivant. Il était en sécurité pour l'instant. Les premières semaines avec Hector à la maison ont été les plus difficiles de ma vie. J'avais oublié à quel point c'est épuisant de prendre soin d'un nouveau-né. Les nuits sans sommeil, les pleurs inexpliqués, la panique constante que je faisais quelque chose de mal. À 30 ans, j'avais élevé Louis avec une énergie jeune. À 62 ans, chaque nuit sans sommeil m'a brisé. Mais il y avait aussi des moments de pure magie. Quand Hector a saisi mon doigt avec sa petite main. Quand il arrêtait de pleurer au son de ma voix. Quand il ouvrirait ses yeux sombres qui étaient identiques à ceux de Louis et me regarderait comme si j'étais tout son monde. Dans ces moments, je savais que chaque seconde d'épuisement en valait la peine. Héloïse est venue 3 fois par semaine. Elle m'a appris des tours que j'avais oubliés. Comment le rôter plus facilement. Comment l'étrangler pour qu'il dorme mieux. Comment lire ses différents cris. Elle est devenue plus qu'une infirmière. Elle est devenue une amie, une sauveuse de vie. Tu fais un travail incroyable, elle me le disait à chaque fois. Mais je ne me sentais pas génial. Je me sentais terrifié. Chaque bruit étrange de la nuit m'a fait sauter. Chaque voiture qui passait lentement chez moi me rendait nerveux. Cynthia était toujours quelque part. Et même si la police a dit qu'elle avait probablement fui le pays, je ne pouvais pas ébranler le sentiment qu'elle était proche, regardant, attendant. J'ai installé de nouvelles serrures sur toutes les portes, des caméras de sécurité sur le porche, une alarme connectée directement à la police. J'ai dépensé $800 de plus. Mais la sécurité d'Hector était inestimable. Un soir, 3 semaines après l'avoir ramené, j'ai trouvé quelque chose. J'organisais les choses de Louis que j'avais stockées dans des boîtes. Ses vêtements, ses livres, ses papiers. Au fond d'une boîte, j'ai trouvé un journal, en cuir marron, porté. Je ne savais pas que Louis tenait un journal. Je l'ai ouvert avec des mains tremblantes. Les premières pages datent d'il y a des années. Pensait à son travail, à ses amis, rien d'important. Mais je suis arrivé aux entrées de l'année dernière, de l'année où il connaissait Cynthia. J'ai rencontré quelqu'un. Une entrée d'il y a 4 ans disait, son nom est Cynthia. Elle est belle, intelligente, mystérieuse. Elle a quelque chose que je ne comprends pas. Elle m'intrigue. J'ai continué à lire. Les entrées sur Cynthia sont devenues de plus en plus fréquentes. Louis était amoureux, complètement captivé. Mais il y avait aussi des doutes. Parfois, j'ai l'impression de ne pas la connaître. Elle ne parle jamais de sa famille. Quand je demande, elle change de sujet. C'est comme si sa vie avait commencé le jour de notre rencontre. Une autre entrée. J'ai trouvé Cynthia dans mes relevés bancaires. Elle a dit qu'elle était juste curieuse, mais quelque chose semblait mal. Pourquoi regarderait-elle sa sang demander d'abord et ensuite celui qui a refroidi mon sang? Fait 1 mois avant sa mort. Cynthia est enceinte. J'ai trouvé le test. Mais quand je l'ai confrontée, elle est devenue furieuse. Elle a dit qu'elle n'en voulait pas, que ça allait ruiner sa vie. Comment peut-elle dire que c'est notre enfant? J'ai changé de testament aujourd'hui. Tout ira au bébé. Je ne fais pas confiance à Cynthia avec de l'argent. Pas après avoir vu comment elle dépense les chaussures de $500, les 1000 sacs à main. Elle en veut toujours plus. Mais un bébé n'est pas un accessoire. C'est une vie, et je vais la protéger peu importe le coût. Des larmes sont tombées sur les pages,
en brouillant l'encre. Lewis savait. Il savait que quelque chose ne va pas avec Cynthia. Il savait que l'argent était la seule chose dont elle se souciait et il avait pris des mesures pour protéger son fils. Des pas qui lui ont coûté la vie. La dernière entrée date du jour de sa mort. Cynthia m'a menacé. Elle a dit que je regretterais de la faire pression sur le bébé. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça me fait peur. Je vais parler à maman demain. Dis-lui tout. Elle peut peut-être m'aider à trouver quoi faire. Je sais juste que je ne peux pas laisser Cynthia blesser notre enfant. Je le protégerai toujours. Il n'a jamais eu la chance de me parler. Il est mort cette nuit-là. Et je ne savais pas qu'il avait besoin d'aide, qu'il avait peur, qu'il avait vu le danger venir, mais pas assez vite. Je suis désolé, j'ai chuchoté au journal. Je suis désolé, mon amour. J'aurais dû le remarquer. J'aurais dû voir un problème. Mais je ne pouvais pas changer le passé. Je ne pouvais que protéger l'avenir. J'ai emmené le journal à Fatima le lendemain. Elle a tout lu. Sa mâchoire s'est serrée avec chaque page. C'est une preuve cruciale. Ça montre de la préméditation. Ça montre un mobile. Quand on trouvera Cynthia, ça l'enterrera. Quand la trouverez-vous? J'ai demandé. Ça fait presque 2 mois. Fatima. Nous faisons tout notre possible. Mais elle est intelligente. Elle a probablement utilisé de faux documents pour quitter le pays. Elle pourrait être n'importe où. Mais 3 jours plus tard, tout a changé. Je nourrissais Hector quand mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. D'habitude, je n'ai pas répondu, mais quelque chose m'a fait décrocher. Bonjour, j'ai dit. Silence. Respirant. Puis une voix que j'ai reconnue immédiatement. C'est Betty. Cynthia. Mon sang était froid. J'ai failli laisser tomber Hector. J'ai regardé autour de la pièce comme si elle pouvait se cacher dans l'ombre. Où es-tu? J'ai réussi à le dire. Peu importe où je suis. Ce qui compte, c'est que j'ai quelque chose que tu veux. Et tu as quelque chose que je veux. Tu n'as rien que je veux. J'ai la vérité sur ce qui est vraiment arrivé à Louis. Pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait? Je parie que tu veux savoir. Je connais déjà la vérité. J'ai lu le journal Louis. Vous l'avez tué pour de l'argent. Je sais que tu es un monstre. Un rire froid, sans humour. Un monstre? C'est dramatique. Tu ne sais rien, Betty. Lewis n'était pas le saint que tu crois. N'ose pas, j'ai crié. Ne parle pas mal de mon fils. Tu vas appeler la police. Allez-y. Quand ils traqueront cet appel, je serai parti longtemps. J'utilise des téléphones brûleurs. Je ne suis pas stupide. Mon esprit courait. Je devais la faire parler. J'ai dû enregistrer ça. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur. J'ai glissé pour mon portable avec ma main libre. J'ai commencé à enregistrer. Qu'est-ce que tu veux, Cynthia? Je veux mon fils. Votre fils? Vous avez essayé de le noyer. C'était une erreur. Un moment de folie. J'avais peur, confus. Je venais d'accoucher seul. Je ne savais pas ce que je faisais. Mais je vais mieux maintenant. Je veux récupérer mon bébé. Jamais. Je mourrai en premier. Cela peut être arrangé, dit-elle avec calme. Écoutez bien. Je veux Hector et l'argent de Louis. Les $200 000 de l'assurance et tout ce que Louis a laissé en fiducie pour le bébé. C'est $300 000 de plus. $500 000. Tout ce pourquoi Louis avait travaillé, tout ce qu'il avait sauvé, tout était destiné à son fils. Et si je refuse, je viendrai le chercher. Je suis sa mère biologique. J'ai plus de droits que vous. Et quand ils m'auront finalement attrapé, je dirai que tu as volé mon bébé, que tu m'as menacé, que tu as inventé toute l'histoire du lac pour le garder. Ma parole contre la vôtre, et je suis beaucoup plus jeune, plus crédible, plus sympathique. Je me sentais malade, mais j'ai continué à enregistrer. Comment savoir que vous ne nous tuerez pas tous les deux et que vous prendrez tout? Tu ne sais pas. Mais c'est ton seul choix. Apporter le bébé et l'argent aux vieux entrepôts près du lac. Tu connais celui où Louis et toi pêchiez demain à minuit. Si je vois des flics, je disparais et tu ne me reverras plus jamais.
Et je trouverai un moyen de te prendre Hector de toute façon. Cynthia, attendez. Mais la ligne était déjà morte. Je suis resté là tremblant avec Hector dans un bras et le téléphone dans l'autre. J'avais l'enregistrement. J'avais la preuve que Cynthia était vivante, qu'elle m'avait menacé. J'ai appelé Fatima immédiatement. Je lui ai envoyé l'audio. Parfait. Elle a dit, c'est exactement ce dont nous avions besoin. Maintenant nous allons mettre un piège. Tu vas aller à cette réunion. Mais nous y serons cachés, attendant. Et quand elle sera là, on l'aura. Et si quelque chose allait mal? Et si elle me voyait avec la police et s'enfuyait à nouveau? Elle ne nous verra pas. Je vous promets que j'aurai des tireurs d'élite en position. Des équipes dans l'ombre. Elle ne s'en sortira pas cette fois. Et Hector? Hector reste avec Héloïse. Dans un endroit sûr. Tu ne l'emmènes pas. Tu vas juste prétendre l'avoir amenée. J'ai hurlé, mais elle ne pouvait pas me voir. Encore un jour. J'ai juste dû survivre un jour de plus et puis Cynthia a finalement fait face à la justice pour Lewis, pour Hector, pour toute la douleur qu'elle avait causée. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté éveillé à regarder Hector dormir, à mémoriser chaque détail de son visage, juste au cas où. Au cas où quelque chose allait mal, au cas où je ne le reverrais plus. Ton père t'aimait, je lui chuchotais. Et je t'aime. Et demain, nous allons nous assurer que vous êtes en sécurité pour toujours. Le lendemain se passa lentement. Chaque minute se sentait comme une heure. Chaque heure comme une éternité. À 9 heures du matin, Héloïse est venue pour Hector. J'ai fait son sac comme s'il partait pour une semaine, mais j'espérais le retrouver dans les heures. Des couches, une formule, des vêtements supplémentaires, sa couverture préférée. Mes mains tremblaient en mettant chaque objet dans le sac. Il sera très bien avec moi, a dit Héloïse, en prenant Hector dans ses bras. J'ai votre numéro. La police a mon adresse. Personne ne le touchera. Je vous le promets. Je l'ai embrassé sur le front. Puis j'ai embrassé Hector. Sa peau douce sentait la lotion et l'espoir. Je t'aime, petite, je murmure. Grand-mère va bientôt revenir. Je les ai vus partir. La voiture d'Héloïse a disparu dans la rue, et j'ai senti qu'un morceau de mon âme était déchiré, mais c'était nécessaire. Hector devait être loin, en sécurité, juste au cas où les choses allaient mal. Fatima est arrivée à 2 heures de l'après-midi avec 3 autres officiers, 2 hommes et une femme, tous en civil, tous armés. Ils ont transformé mon salon en centre de commandement, ordinateur portable, radio, carte de la zone autour de l'entrepôt. Revenons sur le plan, dit Fatima, en diffusant une carte sur ma table à manger. L'entrepôt est ici, abandonné pendant 5 ans. Il a 3 entrées, côté principal, et arrière. Nous aurons des équipes couvrant les 3. Vous entrez par l'entrée principale à minuit. Exactement. Elle a signalé des taches sur la carte avec un marqueur rouge. Des snipers ici et ici sur les toits des bâtiments adjacents. Ils auront une vue dégagée de l'intérieur par les fenêtres cassées. Les équipes d'assaut ici à l'arrière, prêtes à bouger au moment où nous avons la confirmation visuelle de Cynthia. Et que fais-je exactement? J'ai demandé. Ma voix semblait plus calme que je ne le sentais. Tu entres, tu lui parles, tu la fais parler. On a besoin qu'elle confesse, qu'elle a tué Lewis, qu'elle a essayé de tuer Hector. Vous porterez un câble. On enregistrera tout. Un des officiers, un grand homme de 30 ans, a sorti un petit appareil de la taille d'un bouton. C'est sur tes vêtements. Il a pointé juste sous mon collier. Il transmet tout en temps réel. Il a aussi un bouton de panique. Si vous appuyez 3 fois de suite, nous emménageons immédiatement, quoi qu'il arrive. Il m'a montré comment ça marchait. Je me suis entraîné à le presser. 3 robinets rapides. Ma vie dépendrait de ça. Et si elle demande à voir le bébé? Dis-lui qu'il est dans la voiture. Que tu veux parler d'abord? Que vous voulez comprendre pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait? Appel à son ego. Les gens comme Cynthia aiment parler d'eux-mêmes. Laissez-la se vanter de son intelligence. Nous avons passé quelques heures à examiner tous les détails, tous les scénarios possibles, que faire si Cynthia était armée, que faire si elle n'était pas seule, que faire si quelque chose allait mal. Ma tête tournait avec des informations. À 8 ans, ils m'ont fait manger un sandwich au jambon qui avait un goût de carton.
Mais j'ai avalé chaque bouchée. J'avais besoin d'énergie. J'avais besoin d'être alerte. À 10 ans, ils m'ont mis le fil. Ils ont testé l'audio encore et encore. Ils m'ont fait dire des phrases, compter jusqu'à 10, crier, murmurer, s'assurer que tout fonctionne parfaitement. Souvenez-vous, Fatima a dit, me regardant droit dans les yeux. Vous n'êtes pas seul là-dedans. J'écouterai chaque mot. L'équipe sera à quelques mètres. Au moindre signe de danger, on entre. Je ne laisserai rien t'arriver. J'ai hurlé. Je voulais la croire, mais la peur était un serpent froid enroulé dans mon estomac. À 11h15, nous sommes partis. J'ai conduit ma propre voiture. Fatima était sur le siège passager, elle s'est enfuie pour ne pas être vue de l'extérieur. Les autres équipes étaient déjà en position, elle m'a informé à la radio. Des tireurs en position. Équipe arrière prête. Périmètre sécurisé. Nous sommes arrivés à l'entrepôt à 11h40. C'était exactement comme je m'en souvenais. Vieux, décrépit, fenêtres cassées, murs couverts de graffitis. Louis et moi venions ici quand il était petit. On pêcherait sur le quai derrière. Des temps plus simples, des temps plus heureux. Fatima est sortie de la voiture dans un angle mort des caméras imaginaires de Cynthia. Elle a disparu dans l'ombre. J'étais seul. J'ai regardé l'horloge. 11h55. J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à Louis, à son sourire, à comment il m'a appelé maman dans ce ton affectueux. De ce que ça aurait été de le voir comme un père. J'ai pensé à Hector, à son avenir, à tout ce qu'il méritait, à une vie sans peur, sans menace, sans ombre. Minuit. Mon téléphone a vibré. Un texte d'un nombre inconnu. Entrez seul maintenant. Je suis sorti de la voiture. L'air de nuit était froid. Je pouvais voir mon souffle. J'ai marché vers la porte principale de l'entrepôt. Chaque pas sonnait trop fort dans le silence. La porte était un pot. Je l'ai poussée. Ça a craqué. Le son résonnait des murs vides. À l'intérieur, il faisait sombre, presque complètement noir. Seul un petit clair de lune a traversé les fenêtres brisées, créant des ombres étranges. Cynthia, j'ai appelé. Ma voix semblait petite, effrayée. Fermez la porte, dit une voix de l'ombre. La voix de Cynthia. J'ai fermé la porte. Mes yeux s'ajustent lentement aux ténèbres. Puis je l'ai vue au centre de l'entrepôt. Elle portait des vêtements sombres, un jean noir, un sweat à capuche. Elle avait l'air différente. Ses cheveux étaient courts, blond teint, mais c'était elle. Tu es venu, dit-elle. Elle semblait presque surprise. Vous vouliez parler. J'ai dit que je voulais mon fils. Où sont-ils? Je veux d'abord des réponses. Je veux savoir pourquoi. Pourquoi avez-vous tué Louis? Pourquoi avez-vous essayé de tuer Hector? Elle a ri. Ce son froid que j'avais entendu au téléphone. Pourquoi tu crois Betty pour l'argent? C'était toujours pour l'argent. Louis t'aimait. Il t'a tout donné. Louis était un idiot romantique. Il parlait de l'amour, de la famille et de l'avenir. Je voulais la liberté. Je voulais voyager, vivre, ne pas être lié à une maison et à un bébé qui pleure. Alors pourquoi l'avoir épousé? Parce qu'il était ingénieur. Il a gagné de l'argent. Il avait des économies. Il avait une assurance vie. C'était un investissement. J'allais attendre 5 ans. Divorce-le. Prends la moitié de tout. Mais je suis tombée enceinte et ça a ruiné mon plan. Ces mots étaient du poison. Tout le monde m'a brûlé. Tu lui as dit que tu ne voulais pas du bébé. Bien sûr que je n'en voulais pas. Mais Louis est devenu impossible. Il a changé de volonté. Tout pour le bébé. Alors j'ai dû m'adapter. Si Louis était mort pendant ma grossesse, je toucherais l'assurance, mais le bébé hériterait du reste. La solution était donc simple. Tuez Louis. Prends le bébé. Tuez-le aussi. Gardez tout. Elle avoue. Tout. Chaque mot enregistré. Transmis. La police écoutait. Mais j'avais besoin de plus. Vous avez engagé Carlos pour saboter les freins. 2000 $. J'ai obtenu 200 000 $ de l'assurance. Meilleur investissement de ma vie.
Et le bébé, ton propre fils. C'était un obstacle. Rien de plus. J'ai donné naissance seul dans une cabane que j'ai louée avec de l'argent. Personne ne savait que j'étais enceinte. J'ai porté des vêtements de sac, évité les gens. Quand il est né, j'ai